Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va voir un petit peu ce qu'on appelle les structures de contrôle. Donc ça ne dit peut-être rien aux informaticiens qui ont déjà un peu d'expérience. Les structures de contrôle en fait c'est tout ce qui est les if, les for, les while, etc. Voilà. Donc en fait c'est des tests conditionnels. Alors pour illustrer ça, alors je vous ai imaginé un petit exercice passionnant. On va compter les moutons. Voilà. Donc, du coup, je vais mettre une variable mouton, voilà, dans laquelle je vais mettre, par exemple, je ne sais pas, allez, 1. Voilà. Et je vais dire que du coup, si du coup ici j'ai 0 mouton, hop, on va faire comme ça, voilà, et ben je vais dire que j'ai pas sommeil, voilà, parce que forcément j'ai pas compté assez de moutons. Et sinon, si j'ai compté plus de 1 mouton, donc là je vais mettre un LC, voilà, et je vais faire dodo. Donc là, comme il y a plus de 1 mouton, cette condition-là, ben, ici, c'est équivalent à 1 égale 0. Donc, est-ce que 1 est égal à 0? Ben, ça, du coup, ça veut dire false. Du coup, là, je fais un si false. Du coup, je ne vais pas rentrer dans cette condition, je ne vais pas aller ici. Et du coup, je vais rentrer dans le sinon à la place. Et du coup, je vais avoir droit à un beau dodo. J'ai lancé 2 fois. Voilà, dodo. Maintenant, on peut aller un petit peu plus dans le détail. Je peux aussi faire des else if. Voilà, donc ça veut dire sinon si. C'est-à-dire que là, je vais faire une condition en plus. Donc là, par exemple, si j'ai un mouton, ben, je vais pouvoir dire, là, ça commence à arriver. Voilà. Le dodo, il interviendrait après s'il y a plus de moutons que ça. Voilà. Je peux aussi faire des LCI, je vais pouvoir en faire autant que je veux. Là, par exemple, je vais dire si j'ai compté des moutons, par exemple, si j'en ai compté moins de 30, voilà, hop, je m'endors. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir jouer avec ma variable. Donc là, par exemple, je sais pas, je vais en mettre 20. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler cette variable. Du coup, on n'y est pas. Celle-là, on n'y est pas. Ici, je vais entrer dans la condition. Du coup, ça va s'activer. Et du coup, il ne va pas aller dans le LC. Parce que, étant donné que cette condition-là est valide, bah, il ne va pas continuer après. Voilà. On va mettre pour ça un console pour faire une petite trace de ça. Je vais mettre ici console fin. Hop. Vous voyez qu'il met je m'endors fin. Voilà. Donc il est passé ici. Il est pas repassé après dans le LC. Et après, donc là, il a fait fin ici. Notez que là, j'ai toujours mis une seule instruction. Voilà. J'ai aussi la possibilité de faire comme ceci. Voilà. Bon, en général, ça c'est un peu moins joli parce qu'on a tendance un petit peu à se perdre avec ce genre de choses. Moi, je vous conseille de vous contenter de ça et de ça. Voilà. Si je veux mettre plusieurs lignes, je peux faire comme ça. Je vais mettre oulala. Voilà. Et donc là, le else if, donc si cette condition-là, elle est valide, donc je vais faire ces deux choses-là. Voilà. Alors, notez une chose, c'est que dans un contexte de web mining, les choses peuvent parfois être un petit peu différentes de ça et il peut y avoir des valeurs aberrantes dans les variables. Donc là, par exemple, ici, je peux très bien avoir à un moment donné un nul parce que ben, je ne sais pas, je vais venir prendre une donnée sur Internet, ne pas la trouver et du coup, ça ne va pas être un nombre, ça va être un nul. Regardez ce qui se passe si je fais ça. Ouais, d'accord. Là, effectivement, il est allé dans le LC.
Mais parfois, alors bon, là, ici on a de la chance, effectivement, il n'y a pas eu ce problème parce que les nuls sont compatibles effectivement avec les integers, mais si par exemple ici j'avais fait quelque chose avec un autre type, je pense que ça aurait parfois pu bugger. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il est dangereux, hein, dans un contexte de web mining, d'utiliser comme ça des égales et de faire aussi des opérations mathématiques sans vérifier si les variables ne sont pas nulles, justement. Donc, pour pouvoir faire ça, plutôt que d'utiliser des égales, comme j'ai fait là, je vais utiliser la fonction equals, qui est justement compatible avec les nuls, et pour lesquels je suis sûr de ne pas avoir d'erreur. Donc, si là, je fais le égal avec ça, mais il va essayer de prendre des valeurs un peu plus logiques. Voilà. Alors, comment est-ce que je ferai en dessous pour celui-là? Là, il n'y a pas de fonction grimport qui vient justement à ma rescousse. Du coup, là, il faudrait que je dise si mouton est différent de nul et que mouton est inférieur à 30. Comme ça, si jamais, du coup, je suis différent de... Je suis pas, si jamais ici, c'est nul, il ne va pas aller vérifier la deuxième condition. Donc ça, il n'ira pas faire ce calcul en booléen. Parce que ici, étant donné qu'il y a un et logique, il faut que les deux conditions soient valides. Si la première ne l'est pas, il ne va même pas aller contrôler la deuxième. Il va tout de suite dire que ça, non, c'est un false, quoi. Et il n'a même pas besoin d'évaluer la seconde pour ça. Et du coup, là, il va directement passer dans le LC. Voilà. Vous voyez ici d'ailleurs le petit opérateur et qu'on a vu dans la précédente vidéo. Et ça aurait été l'équivalent pour ou. Voilà. Donc là, ici, on a besoin d'un et. Voilà. Donc, l'avantage de cette fonction equals, c'est qu'elle est normalement flexible et vous voyez qu'en fait, elle permet en fait de faire de la comparaison de variables dans un contexte qui est logique. Voilà. Donc là, étant donné que nul, ce n'est pas égal à 0, du coup, il va passer à la suivante. Là, nul, c'est pas 1. Là, cette condition-là, elle est bien entendu pas valable. Du coup, donc, il va aller là, ici, donc, dans le LC. Voilà. Donc ça, c'est un code en web mining qui est un peu plus robuste que celui qu'on avait fait avant. Voilà, parce qu'il va permettre justement de s'assurer qu'il n'y a pas de danger par rapport aux aberrations donc, dans les variables. Pareil, si, voilà, mettons que j'aurais là un string, rien à faire là, et que ici, du coup, je fasse mouton égal à 0. Je pense que là, il y a des chances que ça plante. Ouais, là, vous voyez, ça a planté. Voilà. Parce qu'en fait, il ne peut pas faire une comparaison arithmétique là, entre rien à faire et 30. Alors, en fait, là, ici, ouais, donc là, ce qui s'est passé, c'est que celle-là, il y est arrivé, pardon. Mais ici, là, on a fait une opération. Est-ce que rien à faire là est inférieur à 30? Ça, il n'y est pas arrivé parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, en web mining, il faut bien se rendre compte que les variables, on ne sait pas trop toujours qu'est-ce qu'il y a dedans parce qu'on travaille avec des données qui viennent de l'extérieur et donc qui peuvent potentiellement être corrompues ou bien parfois on ne prévoit pas tous les cas et il y a des données aberrantes. Voilà. Et donc il est important justement d'essayer de prévoir ces cas. C'est la raison pour laquelle je vous incite à utiliser la fonction equals et de manière générale les fonctions du grimport qui justement viennent minimiser ce nombre d'erreurs parce qu'elles évitent justement de tomber là-dessus. Les fonctions grimport, elles permettent toujours justement de gérer ce type de situation. Alors on a vu pour la structure if, maintenant on va on va voir un petit peu les structures dites de boucle. Voilà. Donc on va commencer par la plus simple, on va faire while. Donc while, ça veut dire tant que. Voilà. Donc là par exemple, je vais dire tant que je suis éveillé, voilà, éveillé, je vais compter les moutons. Voilà. Donc là, compter les moutons. Donc, pas les moutons, les moutons. Donc, je vais dire déjà, hop, toujours éveillé. Voilà. Et je vais dire que là, mes moutons, au début, je vais en avoir 0. Et que tant que je suis éveillé, je vais ajouter du coup un mouton.
parce que je compte toujours les moutons. Et je vais même mettre une condition en plus. Je vais dire que si il y a plus de... Alors attendez, je vais faire la chose suivante. Je vais dire que si, parce que je peux faire aussi des conditions à l'intérieur d'autres structures, hein. Donc là, je fais un if à l'intérieur d'un while. Je vais dire que si il y a moins de 10 moutons, alors à ce moment-là, j'incrémente de 1 en 1 les moutons. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a 0 mouton. Ben, là, je vais dire, bon, ben, je compte un mouton de plus, etc., jusqu'au 10e. Et sinon, je vais dire que là, ben, j'en ai marre de compter les moutons comme ça parce que je ne m'endors pas. Et ben, je vais les compter 2 par 2. Voilà. Et toujours réveillé alors que j'ai compté. Hop. Voilà, que j'ai compté tant de moutons. Voilà. Et bah, il faut aussi, là, du coup, que je mette une condition de sortie. Parce que, regardez, si je ne mets pas de condition de sortie, bah, le while, il va s'exécuter comme ça, éternellement. Voilà. Oui, c'est vrai que je n'ai pas mis, pardon, j'ai pas mis la variable éveillée. Donc là, je vais dire que éveillé est à true. Parce que là, ma variable est indéfinie, du coup, forcément, j'ai fait une erreur. Et voilà, donc là, vous voyez, je compte les moutons, je compte les moutons, je compte les moutons. Là, j'en compte plein, 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 et je suis toujours éveillé. Vous voyez que là, je vais de 2 en 2. Voilà. Mais on va peut-être arrêter de compter les moutons parce que là, c'est quelque chose sans fin. Là, on ne s'endort jamais. Alors, il y a un petit problème. Je vais quand même dire qu'à un moment donné, si j'ai compté plus de 100 moutons, bah, je vais peut-être quand même sortir de cette boucle while. Alors, à ce moment-là, je peux faire la chose suivante. Si donc, mouton est supérieur à 100, alors éveillé est à false, c'est-à-dire que je dors. Voilà. Et là, je vais mettre un petit message. Et là, je fais dodo. Voilà. Alors, on va voir si ça va marcher. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que là, je compte plein de moutons. Et à la fin, au centième, bah, je repasse pas dans la boucle. Et là, je fais dodo. Alors pourquoi? Parce que ici, donc, quand mouton il a été du coup à 100, donc cette condition-là était réalisée, j'étais passé ici par du coup le centième mouton. Là, du coup, cette condition-là s'est activée. J'en avais du coup ici 102. Donc 102 étant supérieur à 100, éveillé est devenu false. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, à la fin de ça, il est revenu du coup au début. Il a évalué du coup cette condition et il a regardé si elle était à true. Il se trouve qu'elle est à false. Du coup, bah, il n'est pas repassé ici. Du coup, il n'a pas dit qu'il y avait 102 moutons parce que, bah, étant donné que ça c'est à false, il ne va plus du tout dans ce bloc. Voilà. Et du coup, il est passé à la suite, donc cette ligne de code puis cette ligne de code, et ensuite il a affiché dodo. Voilà. Il y a d'autres manières de faire ça qui sont un petit peu plus rapides. Par exemple, ici, j'aurais pu remplacer ça par un mot-clé qui s'appelle break. Voilà. Donc, break, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cette condition-là, elle est réalisée, enfin, break de manière générale, ça veut dire que quand on tombe sur break, en fait, on sort du while. Voilà. C'est-à-dire que break, c'est rompre. Voilà. Je romps la boucle et donc en fait, je vais en sortir. Voilà. Donc c'est une condition de fin de boucle, mais à l'intérieur de la boucle. Donc autrement dit, quand je rencontre un break, je vais ignorer ce qu'il y a dans les conditions de la boucle, donc dans le while. Alors ça marche aussi avec les for, ça, hein. Les for, on va les voir plus tard. Et du coup, là, je vais sortir de la boucle. Du coup, je vais être ici. Et puis après, du coup, il va continuer son chemin. Regardez. On va voir si je vous ai menti. Hop. Et vous voyez, là, ça a exactement le même comportement. Voilà. Il y a aussi un mot-clé comme ça qui ressemble un petit peu. Je vais par exemple ici mettre une condition en plus. C'est if et je vais dire que bah, les moutons, tous les moutons qui... alors attendez, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Ouais, je vais plutôt la mettre au début pour que ce soit plus clair. Je vais dire que
Ouais, non, il va falloir quand même que je la mette après. Comment je vais faire là, je vais un peu changer les choses. Voilà. Et je vais mettre ici donc ce message-là. Et là, du coup, j'accrémente mes moutons. Mais après, je vais mettre une petite condition qui va dire que si, du coup, mes moutons, j'en ai plus de 10 et moins de 50, alors je fais continue. Voilà. Continue, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça va sauter une étape. Ça va sauter, enfin, en quelque sorte, quand on fait continue, on va, contrairement à break, on va pas sortir de la boucle, mais par contre, on va pas faire le reste. Voilà. Donc en fait, c'est pour dire qu'on saute une itération. Donc en fait, quand je vais être dans cette itération, je vais du coup aller ici, ici, et puis donc là, si jamais cette condition-là se réalise, alors je fais le continue, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, je ne fais pas la suite, je reviens au début, et donc là, j'évalue du coup ma condition, et puis c'est reparti, voilà. Et donc comme là, on va dire qu'on était au 12e mouton, bah après du coup, va y en avoir 14, et du coup, je vais retomber sur le continue, du coup, je vais revenir ici, et en fait, je ne vais pas faire ces lignes de code-là. Donc normalement, ce qui devrait se passer dans ce contexte-là, c'est que je continue normalement d'accrémenter mes moutons comme avant, mais le petit message qui est là, bah, il ne va pas être affiché pour tous les moutons qui sont entre 10 et 50. Donc on va tester pour voir ça. Alors là, vous voyez, je compte mes moutons. Et là, vous voyez qu'entre le 10e et le 50e, ben, il ne s'est rien passé. Enfin, en tout cas, si ce n'est pas qu'il ne s'est rien passé, c'est qu'il n'y a pas eu le message. C'est normal qu'il n'y ait pas eu le message, puisque j'ai fait un continue pour, du coup, squeezer, pour dire que ben, on n'allait pas, pas à celle d'après. Là, il fallait continuer les itérations. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on fait beaucoup de choses avec l'incrémentation et les choses comme ça. Il y a une structure qui permet justement un petit peu de combiner ces choses-là. C'est ce qu'on appelle un for. Voilà. Les for, en fait, c'est tout simplement un while, mais avec un compteur. Voilà. Avec un système d'incrémentation, je dirais plutôt de manière générale. Donc là, en fait, je vais pouvoir en fait combiner beaucoup de choses. Déjà, vous voyez que je vais enlever toutes ces variables-là et on va faire beaucoup plus simple. Les moutons, là, je vais définir ma variable. Alors, je vais d'abord peut-être expliquer conceptuellement ce que c'est. Donc là, c'est l'instruction initiale. Voilà. Ensuite, là, il y a le test pour savoir si du coup je continue ou pas. Et là, ensuite, il y a l'action à chaque itération. Voilà. Et une fois que ça c'est terminé, ben là je vais mettre du coup les instructions que je vais faire à chaque itération. Voilà. Ça paraît bizarre comme ça, mais vous allez voir sur un exemple, c'est très simple. Donc là, si je veux faire mon truc avec les moutons, je vais commencer ici par mon instruction initiale. Donc les moutons, il y en a 0 à la base. Initialement, on commence avec ça, 0 mouton. Ensuite, là, en deuxième position, je vais venir mettre du coup le test pour savoir si je reste ou non dans la boucle. Voilà. Donc c'est un test booléen hein, qui doit retourner true ou false. Donc là je vais dire, comme avant, donc, que des moutons, je dois en avoir moins de 100. Voilà. Donc si cette condition-là, elle est vraie, je vais continuer à rester dans ma boucle for. Voilà. Je vais continuer mes itérations. Et pour que tout ça évolue un petit peu, bah, qu'est-ce qui va se passer? Les moutons, là, ici, je vais les incrémenter. Voilà. Donc là, je compte tout simplement mes moutons progressivement. Et là, du coup, je vais faire console. Voilà. Et je vais dire, je suis à tant de moutons. J'espère que je ne vous ai pas endormi avec tout ça. Hop. Alors, on va voir combien de moutons est-ce qu'on compte. Donc là, vous voyez que je compte progressivement tous les moutons. Et puis à la fin, du coup, au 99e, ben là, je suis en train de dormir. Pourquoi au 99e? Parce que, ben, à un moment donné, là, j'ai incrémenté mes moutons. Là, du coup, ils vont arriver à 100. Et donc, du coup, quand cette condition-là, elle est à false, donc à plus de 100,
bah, du coup, je ne vais pas retourner là-dedans. J'étais retourné là-dedans donc quand j'étais à 99 parce que bah, cette condition était valide. Mais là, comme la condition n'est plus valide, bah, je ne me retourne pas dedans. Donc il faut bien prendre en compte que ça, c'est quelque chose du coup qui va se faire à la fin de l'instruction. C'est-à-dire que initialement, bon, mouton il est à 0, d'accord? Ensuite, on évalue cette condition-là. Si elle est true, toutes les instructions qui sont dans le for là vont être faites. Voilà. Et à la fin, ici, cette ligne de code là est exécutée. Donc on fait plus sur les moutons. Ensuite, on évalue le test là. S'il est à true, ben, on vient faire toutes les lignes de code qui sont dans le for. Ensuite, donc, à ce niveau-là, on évalue du coup cette condition. Et ensuite, rebelote. Donc on évalue ce test. S'il est OK, on fait là l'instruction, etc. Voilà. Donc c'est dans cet ordre-là que s'exécutent ces différentes parties. Alors en fait, quand on fait un for, on ne pense pas forcément à ce genre de choses parce qu'on a tellement l'habitude de le faire que ça paraît naturel. Voilà. Donc vous voyez que là, on a un test qui est plutôt logique. Voilà. Enfin, on a une manière de présenter les choses qui est assez simple. Et après, donc, je vais pouvoir aussi ici mettre tout un tas de petites conditions pour complexifier les choses dans le for. Voilà. Les mots-clés break et continue fonctionnent aussi avec le for comme ils fonctionnaient avec le while. Voilà. Il y a une autre structure de for qui est bien pratique, c'est les for in. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond. On va d'abord se créer une petite map, comme on a vu avant. Donc, je vais dire que certaines personnes, voilà, on va changer un petit peu d'exemple là si vous voulez bien, ont des métiers différents. Donc ici, je vais commencer par Jacques, voilà, qui a un métier de pirate. On va ici dire que Jean, lui, il est juge, et que Joris, eh bien, c'est un perroquet. Voilà, c'est son métier à lui. Et maintenant, du coup, je vais les itérer. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais, du coup, ici, dire que, du coup, là, j'ai une personne au singulier. Alors, en fait, moi, j'aime pas trop quand j'ai ces noms de variables-là. Parce que là, comme j'ai dit peut-être dans la vidéo d'avant, quand on a une map là, il est beaucoup plus convenable de faire cette présentation là au niveau des noms de variables. Ici, je vais plutôt mettre nom, tout, métier. Voilà. Et là, ça permet de dire qu'est-ce qu'il y a dans la clé et qu'est-ce qu'il y a dans la valeur. Voilà. Donc, là, je vais dire que du coup, ma personne in mon tableau nom tout métier. Voilà. Et là, ça va me permettre en fait de les itérer. Donc en fait, là, à chaque fois dans personne, bah, il va y avoir une itération. Il va y avoir ça, ensuite il va y avoir ça, et après il va y avoir ça. Voilà. Et donc quand j'utilise un for in comme ça, donc, hop, donc je vais dire que, alors, donc là on va voir un petit peu les pointeurs. Donc il y a deux pointeurs qui sont standards, c'est key et value. Voilà. Donc là, la clé, c'est ça. Donc là, je suis en train de dire que par exemple, Jacques, il a le métier. Hop, value. Voilà. Voilà. Donc là, je suis en train de dire que Jacques a le métier de pirate, par exemple. Voilà. Et là, donc, je les itère tous. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez que là, en fait, j'ai itéré les différentes valeurs et je les ai présentées. Alors, je vois que j'ai commencé un petit peu avec l'exemple le plus complexe. Mais là, par exemple, j'aurais pu simplifier un petit peu ça, là, en mettant Jean, Joris, perroquet, voilà. Et là, du coup, je vais mettre simplement les personnes. Voilà. Et si là, je lance comme ça,
voyez que là, j'ai simplement itéré du coup les entités de ma liste. Voilà. Les maps, du coup, c'est un cas un peu particulier où du coup, il faut faire effectivement intervenir du coup des pointeurs pour faire référence à key value. Voilà. Mais habituellement, vous n'avez pas à faire ça. Avec les in, si vous utilisez simplement des listes, ben voilà, ici du coup, dans ces variables, vous aurez chaque itération de la liste. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique à utiliser. Je vais vous montrer une alternative à ça. C'est qu'il existe, et ça c'est un héritage de Groovy, une autre structure qui fait à peu près la même chose et qui utilise cette fois-ci des closures. Donc en fait, là, alors je vais plutôt appeler ça les noms. Je peux remplacer ça comme ça avec un each. Voilà. Donc là, on est dans des closures. Donc des closures, en fait, ce sont des fonctions. Et c'est ce qu'on appelle une fonction lambda, c'est-à-dire que c'est une fonction sans nom. Voilà. Donc le each, en fait, là, je vais pouvoir du coup mettre, comme j'avais fait dans le for in, là, je vais mettre le nom de la variable qui va contenir l'itération. Donc là, ça va être nom, au singulier. Voilà. Comme on avait vu pour les closures, donc il faut que je mette ici le tiret et le caractère supérieur à, voilà, faire une petite flèche, pour dire que c'est du coup le début de la fonction et séparer du coup les arguments du reste de la fonction. Voilà. Et du coup là, je vais mettre là le nom. Et vous allez voir que du coup, ça revient au même. Voilà. Donc c'est une autre manière de faire un petit peu mon for in. Alors, de façon générale, on ne conseille pas d'utiliser les each. Les each, je vous les montre parce que voilà, ça fait partie de l'environnement, mais vous pouvez les oublier. Il n'y a aucune valeur ajoutée par rapport au for in. Et le problème, c'est que ça fait intervenir des pointeurs. Alors, comme je vous ai dit précédemment, les pointeurs, il faut éviter ça. Parce que si ça, c'est nul, à un moment donné, et ben là, du coup, je vais planter ma fonction. Et ça n'arrive pas par contre avec un for in. Le for in, lui, il ne va pas planter, il va simplement du coup pas aller là-dedans. Voilà. Donc de manière générale, retenez que les pointeurs, il ne faut pas les utiliser. Alors là, je vois que oui, c'est géré. Bon, ça, c'est le grimport qui fait qu'on évite effectivement en général de créer des erreurs. Mais bon, sachez quand même que les pointeurs sont une mauvaise pratique. Le grimport fait en sorte toujours d'essayer de rattraper ce genre de problème et de faire en sorte de ne pas créer d'erreurs. Mais c'est toujours des structures qui sont un petit peu dangereuses et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute dans cette vidéo et on se retrouve à la vidéo d'après.